Navy News est le site officiel de la marine britannique. Il donne des informations sur les navires et les officiers qui les commandent. À la rubrique Turbulent, on apprend ainsi que Andy Coles a pris le commandement de ce sous-marin nucléaire d'attaque dès janvier 2004. L'information qui suit est du plus haut intérêt. On lit en effet que le Turbulent avait comme mission de s'infiltrer parmi les autres bateaux au large de la Cornouaille sans révéler sa présence. On apprend également qu'il a subi une avarie réparée à Gibraltar sans précision de date. Ces nouveaux indices incitent Thierry Lemétayer à demander devant le tribunal de Nantes la mise en examen du commandant Coles. Mais cette action a-t-elle quelque chance d'aboutir ? Est-ce que vous pensez réellement que M. Coles sera partant pour venir en France pour répondre à une question des juges? Il va toujours dire, bon, j'ai déjà nié les faits, vous avez le document est dans le dossier. Il explique ce que faisait son sous-marin le 15 janvier. Ouais. Après un long délai, les juges finissent quand même par désigner un expert, le même contre-amiral Sall, pour résoudre ce casse-tête. Comment le Turbulent, officiellement déclaré par la Royal Navy à quai à Devonport le 15 janvier 2004, a-t-il pu émettre un message le jour même, donnant sa position en mer à proximité de l'épave? Une réponse tout à fait inattendue va venir du commandant Coles lui-même dans des circonstances bien étranges. Début mars 2013, les proches du Bugalet-Braise sont invités à traverser la Manche. C'est à l'occasion de la Saint-Piran. La Saint-Piran est à la Cornouaille ce que la Saint-Patrick est à l'Irlande. Ici non plus, le drame du Bugalet-Braise n'a pas été oublié. Les Cornouaillais se montrent solidaires et chaleureux. La maquette du bateau trouve souvent une place de choix. Les médias relaient amplement l'événement. Mais la raison principale du déplacement est le film que les Bretons sont venus présenter pour réveiller les consciences. 4 projections sont prévues cette semaine dans les ports cornouaillais et à chaque fois les marins britanniques se sentent concernés. S'il y a des gens qui savent ou qui ont entendu quelque chose. Mais lundi soir à Newlyn, alors que Michel Douce, l'armateur du Bugalet-Braise, discute avec les pêcheurs après le film, un homme semble gêné, debout au fond. Au moment où il se décide à sortir de cette salle exiguë, il ne peut ou ne cherche à éviter le patron pêcheur breton. Michel Douce se retrouve soudain face à Andy Coles, le commandant du sous-marin britannique le Turbulent, sans galon ni casquette. Andy Coles est visiblement gêné. Peut-être pensait-il venir voir le film incognito et n'avait pas prévu cette confrontation. You told him something tonight. I said I'm sorry that he's lost to ship. But what did you say to him? Alors qu'Andy Coles s'en va, nous retrouvons Michel Douce, profondément ébranlé. J'avais peut-être devant moi, peut-être, j'ai bien peut-être, la personne qui aurait ruiné ma carrière, tué mes 5 marins, et je n'ai aucune certitude que c'est lui. Le fait qu'il vienne là, qu'il me promette en me regardant dans les yeux, je sais pas, je sais plus. Je sais plus. Pendant ce temps, Thierry Lemétayer, le fils d'un des disparus, a réussi à rattraper Andy Coles dehors dans la rue pour un échange de quelques minutes. Même si je pense qu'il est courageux de venir, en tout cas, c'est pas ce qui va m'arrêter dans mon combat. Même si on s'est bien regardé dans les yeux, ça peut que m'encourager à continuer. Enfin, chacun, je pense, il y a une vérité. Lui, il dit qu'il n'était pas là. Nous, on a plein d'éléments qui font que on peut supposer qu'il y était. Évidemment, je lui ai demandé s'il voudrait venir s'en expliquer en France devant les juges. Évidemment, il ne veut pas le faire. Je pense qu'il ne veut pas le faire parce qu'aujourd'hui, vu l'état de la procédure, personne ne va se mouiller pour dire « Monsieur, j'étais bien avec lui ». Parce que pour moi, je vais loin, mais ce serait un faux témoignage. L'avocat anglais de Thierry Lemétayer a une explication pour cette apparition impromptue du commandant du Turbulent. It's very unusual
La démarche d'Andy Coles de venir ici ce soir est vraiment peu commune. C'est peut-être qu'il ne se sent pas protégé par la Royal Navy comme il le souhaiterait et donc il a besoin de s'exprimer. Mais l'histoire n'est pas terminée et un nouvel épisode se joue le lendemain, lors de la séance de projection à Looe, port de pêche proche de la base navale de Devonport. L'assistante du commandant Coles est présente. On apprend qu'elle est rédactrice à Navy News. On ne manque pas de lui poser la question des messages suspects émis par le Turbulent. Se montrant très experte, elle répond que c'est à tort qu'on les a pris pour des messages émis en temps réel. En fait, ils étaient prévisionnels et annonçaient des positions futures, à la manière des plans de vol dans l'aviation. Et elle est catégorique quant à la présence du Turbulent. Était à Devonport parce qu'elle fait les presses et il fallait qu'elle avait toute l'information pour leur dire pourquoi le Turbulent était revenu à port et pourquoi c'est resté entre le breakwater à Plymouth. Qui croire? Comment démêler le vrai du faux dans un domaine aussi technique et fermé, où les experts sont tous sous-mariniers, juges et partis? Entre le témoignage d'un officier galonné et celui d'un pêcheur, lequel fait foi? Ainsi, dans la confrontation entre le patron du Silver Dawn et le commandant du Dolphin, qui est sorti gagnant? Pourtant, lors de cette même séance à Looe, un marin est venu apporter la preuve du mensonge du Hollandais. Ed Russell était, en janvier 2004, jeune matelot sur le Silver Dawn. À Noël, il avait acheté une petite caméra et le 15 janvier, il s'en est servi. Avec l'ardeur du débutant, il a tout filmé. L'état de la mer, les bateaux sur zone, les ridans, les vedettes des sauveteurs et le Dolphin en train de faire surface. Peut-on se contenter des déclarations officielles des personnalités alors qu'il existe des preuves plus sûres? Chez les militaires, tout est pourtant minutieusement noté, enregistré, doublé par des mains courantes pour servir en cas de défaillance. C'est au ministre de la Défense, chef des armées, d'exiger la production de ces pièces. Madame Alliot-Marie, en son temps, s'y était solennellement engagée. Vous vous en souvenez, dans la presse, elle avait bien dit qu'elle avait demandé la levée du secret défense sur tous les documents que demanderaient les juges d'instruction Corr et Folzer. J'ai dans ce dossier la réponse interloquée de M. Folzer qui dit à Michel Alliot-Marie: vous nous envoyez certains documents, aucun ne correspond à ceux qu'on a demandé. Voilà, ça c'est noir sur blanc dans le dossier. Qu'en dit le ministre actuel, ancien maire de Lorient, port militaire, ancien président du Conseil régional de Bretagne, breton? Lorsque les juges veulent des informations, ils font appel à la Commission nationale du secret défense qui me fait savoir ce qu'il est souhaitable ou pas de déclassifier. Nous avons déclassifié tout ce que l'on pouvait. Et nous avons indiqué les positions, puisque c'est la question principale que se posent les avocats, et de nos SNA, et nos bâtiments de surface, et de nos SNLE. Donc c'est sur la table. Et si ils veulent d'autres précisions, mais ils refont la demande par les avocats. Les Britanniques, vous pourriez recevoir les familles, parce que j'ai déjà reçu les familles il y a déjà quelque temps. J'ai déjà eu contact avec les avocats, mais il ne faut pas se raconter d'histoire sur le sujet. Nous avons mis sur la table l'ensemble des positions de nos bâtiments. Non, monsieur Le Drian, les positions données ne concernent pas tous les navires. Et surtout, elles ne correspondent pas à l'heure du naufrage. Quant aux livres de bord, ils sont restés à bord ou dans les archives, mais en aucun cas ils n'ont été remis aux juges. Enfin, les familles et leurs avocats ne se souviennent pas vous avoir rencontré. Rechercher la vérité avec tant d'obstination, finalement, est-ce bien raisonnable? L'amiral Merer s'en étonne. On le comprend, qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on cherche, et cette recherche, malheureusement, dans cette affaire, est entretenue par toute une mousse. Je dis ça comme ça, alors que dans d'autres, tout aussi dramatiques, que j'ai connues quand j'étais préfet maritime, je dirais que les choses se sont apaisées petit à petit avec le temps, parce qu'il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé autour. Les manœuvres sous-marines sont nécessaires. Les missions spéciales exécutées à la marge, même à l'insu de nos alliés, on peut les comprendre. Mais lorsque survient un accident, un dommage collatéral, le devoir exige de le reconnaître clairement. Les 5 marins du Bugale-Brest sont morts pour la France, morts pour la Grande-Bretagne, morts pour les Pays-Bas, morts pour l'Allemagne, morts pour que notre potentiel de défense reste opérationnel. On devrait les honorer. Au lieu de cela, au fil de ces longues années, ils n'ont eu droit qu'au mépris,
Leur sacrifice a été nié et leur mémoire salie. Quelle que soit l'issue du procès, l'histoire retiendra les noms de tous ceux qui, civils et militaires, se sont déshonorés.